Et bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors, on va avoir la lumière dans la tronche comme ça. Il n'y avait pas de lumière en Belgique toute la matinée. Là, il a suffi que je lance le live pour que ça se dégage. Alors que c'était bien. Quand il n'y a pas de lumière, ici c'est parfait au niveau de la luminosité. Je peux essayer de le régler un peu comme ça. Pardon YouTube, je sais que tu t'en fous, mais c'est un peu mieux, mais c'est infernal. Oui, bonjour à tous, on se retrouve. Salut Ed, je suis très content. J'espère que ça s'est bien passé ce petit mois où effectivement tu n'as pas pu venir, mais j'espère que tu en as bien profité. J'ai vu les posts, les stories. Je ne dirai rien, mais j'espère que tu as bien profité. Ouais, et ça va t'intéresser aujourd'hui. On va beaucoup parler de sujets politiques, de différents sujets politiques. On va aller sur des sujets européens, des sujets extrêmement graves selon moi. On va peut-être un peu s'éloigner du transmédiatique au sens où on l'entend habituellement. Maintenant, je pense que c'est trop important et c'est trop proche de certains sujets que j'évoque pour ne pas parler de certaines choses. Ça va être... voilà, on va avoir un live... on va s'énerver. Je vous cache pas, si vous êtes là pour vous détendre, bah prenez pas de café. Non, c'est... Voilà, ça va pas être le live le plus... où on va le plus se détendre malheureusement. On va commencer doucement, mais il y a un moment où on va parler de sujets assez graves, faut être honnête. Peut-être qu'on finira par un jeu un peu sympa. Alors, Ed, toi, tu as raté un truc, c'est que maintenant, j'ai décidé de faire en sorte qu'en live, vous ayez des petits bonus, des trucs en plus. Des, des... Salut, Jamie, j'espère que tu vas bien aussi. Euh, mais Ed, du coup, t'as pas suivi, mais maintenant, en live, vous aurez droit à des choses que YouTube n'aura pas droit. C'est-à-dire à la fin des Coffee Talk, la partie jeu, ça sera que pour vous. Et là, le jeu aujourd'hui est en rapport avec le sujet du masculinisme, de la santé mentale féminine plutôt. Euh, voilà. Et ce qu'on va faire, on va commencer, vu que je ne sais pas si tu l'as vu, Ed. Jamie, toi, tu étais peut-être pas là pour le live, mais tu as vu, enfin, on en a parlé. Ouais, vous allez avoir des exclus un peu. Euh, on a fini le jeu Coffee Talk. Et donc, comme je vous dis toujours, quand on finit un jeu sur ce chat, sur ce live, ce qu'on fait, c'est on le note. On le note. Voilà. On lui met une petite note. La capture de fenêtre. On va mettre la capture de fenêtre. Tac. On le met dans ce petit tableau. Et donc là, Coffee Talk. Moi, j'ai ma note. Je l'ai pas encore. Je dois avouer, je l'ai pas encore inscrite sur mon compte IGN. Bah, si vous l'avez déjà vu, ça suffit. Vous avez le droit de prendre la parole. Si vous ne l'avez pas souvent vu, pas grave. Si vous ne souhaitez pas mettre de notes, c'est pas grave. Mais pour ceux qui ont envie, ceux qui ont assisté un petit peu au jeu Coffee Talk, en plus, tu l'as quand même assez souvent vu, Jamie Black, je suis pas d'accord. Euh, Bah, je vous laisse. Bah, il faut que tu choisisses une note, Jamie, hein, comme toujours. Je vous laisse mettre la note dans le chat que vous estimez à ce jeu. Je rappelle toujours les règles. Euh, il faut qu'il y ait eu au moins 2 lives sur le jeu et au moins 3 heures, sauf si le jeu est moins long. Il y a eu largement ce qu'il fallait. Il faut noter à l'aune de ce que vous avez vu ici ou de ce que vous avez joué si vous y avez joué, pas à l'aune de la presse et de la vie générale. Moi, je ne note qu'à l'aune de ce que j'ai joué. Pas de note à virgule. Et on essaie de prendre en compte la narration, le gameplay, etc. etc. Donc, Ed, si tu veux mettre une note, tu peux. Si tu veux pas, tu n'as pas à en mettre. Toutes les personnes présentes sur ce live peuvent mettre une note et je révélerai à la fin ma note. Je vous laisse un petit peu de temps, on va dire 30 secondes. Et
après, je mettrai. Voilà, donc Coffee Talk, en attendant, Coffee Talk, jeu narratif, c'était un visual novel, je sais pas comment on appellerait ça. Jamie s'y connaît plus que moi dans ce style de jeu. Je dirais même pas un point and click. Franchement, il n'y a pas besoin d'avoir vu la fin. Je spoil un peu ma note, mais il n'y a pas besoin d'avoir vu la fin pour être légitime. La fin apporte pas grand chose. Mais voilà, Voilà. Il n'y a pas de question de légitimité de toute façon sur ce stream. Voilà. Déjà, on met. C'est du coffee shop fantasy action. Quoi? C'est quoi ce truc? Cousin du bartender cyberpunk. Ah, d'accord, je vois. Bon, bah, après, c'est pas grave. 6. La note du chat, c'est 6. Oh putain. 6. Alors, j'ai pas mis 7. Hein. 5. Non, vous vous rendez. C'était chiant à mourir. Vous mettez 6 parce que vous n'avez pas eu la souris en main. J'ai oublié ma manette. C'est pas grave, j'irai la chercher tout à l'heure. Vous mettez 6 parce que vous n'avez pas eu la souris en main. Mais c'était chiant à mourir. Vraiment. Genre, les histoires sont même pas particulièrement intéressantes. C'est ultra répétitif. Le gameplay, tu n'as... Peut-être qu'il y a des moments où je crois que rater ou réussir les cafés, ça a un impact. Mais en fait, t'as jamais cette sensation d'avoir un impact. Ça te... Voilà, un point. Voilà, vous avez eu mon interprétation, c'est ça qui rajoute un point. Mais dans ce cas-là, vous notez mon jeu d'acteur. Dans les mêmes jeux, on peut plus varier les actions et les réponses. Genre, quand c'est du bartending, on peut au moins bourrer la gueule des clients. Ouais, là, ça se passe devant nous. Et à la base, je me disais, tiens, on fait les deux Coffee Talk. Parce qu'il y a un Coffee Talk 2. Bah non, on va pas faire ça. On va pas faire ça. C'est chiant. C'est trop chiant pour moi. Et voilà. Et à la base, je vous cache pas que à la base, dans les prochaines aventures qu'on allait faire aussi le vendredi, devait y avoir des jeux Star Wars. J'étais très hype. Peut-on parler du running et du fonctionnement de la chaîne du livre? Oui, ok, ça, ok. Bah, tu vois, c'est dans les 5 points. C'est un point pour le réalisme de la représentation du métier d'écrivain et le fonctionnement de la chaîne du livre. On met un point. On va aussi noter le gameplay. Bah, on va mettre 0, il n'y en a pas. Les graphismes, les dessins sont minouches. Ah, c'est pas réaliste. Bon, bah, on enlève un point. Allez, on met 4. Non, mais voilà, c'est chiant à mourir. En fait, s'il faut faire une soirée diaporama, mais si vous voulez, on peut le faire. Hein, je vous prépare des diapos et je suis sûr on se marre plus. Je suis sûr on peut plus se marrer. Enfin bon. Voilà. Ensuite, parlons peu, parlons bien, parlons. Avez-vous vu Hop, je trouve une image. Avez-vous déjà vu cette petite série? Avez-vous vu cette petite série? Ou en avez-vous entendu parler de cette petite série qui commence à faire parler d'elle du nom de Squid Game? Avez-vous entendu parler de Squid Game? On va parler un petit peu. J'ai vu Squid Game 3, enfin saison 3. Je fais partie des personnes qui ont suradoré la saison 1 de Squid Game et j'ai juste dû la regarder après la hype parce que la hype faisait que ça me gonflait. Donc la hype s'est essoufflée, j'ai regardé Squid Game saison 1. J'ai assez rapidement pu enchaîner avec Squid Game saison 2. Mais je vais pas spoil. Ici, on n'est pas là pour spoil.
J'ai vu la saison 2 et il y en a qui disent c'est trop lent, etc. Clairement, en fait, la saison 2 et la saison 3, c'est une seule saison. Ça, c'est très bien de les regarder à la suite. Le temps d'attente ne sert un peu à rien. J'ai vu des enfants qui jouaient à un autre Game, mais le truc de Squid Game, ça m'a un peu choqué. Ouais, oui, je comprends. Non, mais plus sérieusement, on va parler de la série. En fait, je vais donner un petit peu mon avis sur la série. Non pas que mon avis ait une quelconque pertinence, juste, je voudrais revenir sur le côté trop lent, etc. La différence, en fait, pour moi, ce qui s'est passé au niveau des critiques de Squid Game saison 2 et Squid Game saison 3, beaucoup de critiques étaient c'est trop lent, il n'y a même pas un jeu par épisode, etc., etc. C'est ne pas comprendre que l'essence de Squid Game n'est pas les jeux. C'est spécial à dire, hein, mais Squid Game, tu peux imaginer un monde où il n'y a pas, où tu ne vois aucun jeu. Il faudrait quand même qu'il y ait l'histoire de l'île, etc. Mais la question de Squid Game, l'essence de Squid Game, c'est beaucoup plus dans la représentation, En fait, c'est très proche de The Witcher. Je m'explique. C'est très proche de The Witcher, je m'explique. Voilà, sinon la vidéo de MrV serait une bonne saison. C'est très proche. The Witcher prend des contes et vient les rendre beaucoup plus dramatiques, beaucoup plus horrifiques, vient les travestir, ou alors les modifie, les ridiculise, etc. Enfin, les modifie, les parodie. Là, c'est un peu pareil. C'est prendre des jeux d'enfants et les rendre horrifiques, etc., etc. Mais pourquoi? La question, c'est dans le pourquoi. Ce que Squid Game cherche à faire, c'est surtout, et je suis toujours étonné que ce soit pas repéré, c'est avoir une esthétique. L'esthétique, elle est ultra importante dans Squid Game. Squid Game, c'est une des plus belles séries qui existent. Malgré ce qu'on veut bien dire, c'est une série où ça fait partie des séries où les plans sont les plus travaillés. C'est une série qui est... Et c'est pour ça que la question de faire un Squid Game américain, elle ne se pose pas. C'est une esthétique extrêmement coréenne. Extrêmement, même pas japonaise, hein, coréenne. C'est très ancré dans une culture. Et ça marcherait beaucoup moins bien si c'était exporté aux États-Unis. Ce qui est important, c'est la critique sociale derrière, qui est très présente dans Squid Game saison 2, qui est encore plus présente dans Squid Game saison 3. Et c'est la question vraiment... C'est la critique sociale, mais du haut comme du bas. La critique sociale, c'est pas qu'une critique des plus riches, c'est aussi une critique du comportement face à ça des plus précaires. Et c'est ça l'essence. Et c'est pour ça que, selon moi, encore une fois, c'est mon avis, Squid Game saison 3 est absolument superbe. Et la fin de la série, je ne spoil pas sur ce qui arrive, est une fin dramatique, mais est une fin absolument parfaite. La fin de Squid Game, c'est ce que ça doit être par rapport à l'essence de Squid Game et par rapport à l'essence du propos, c'est ce que ça doit être. C'est très The Witcher finalement, je trouve. Et c'est-à-dire aller plus loin que... Comment dire? C'est pas juste, il y a les méchants, il y a les gentils, etc. C'est les méchants riches, les gentils pauvres. C'est beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire, ils vous manipulent, mais vous vous laissez manipuler. Ils vous manipulent, mais vous vous plongez dedans. Et, enfin, encore une fois, le personnage du frontman est absolument exceptionnel. L'acteur de Ji-Yoon, n'en parlons même pas. Pour ceux qui n'ont pas vu les saisons 2 et saison 3, vous allez retrouver des personnages extrêmement intéressants, extrêmement attachants, parfois plus, sur certains plus. D'ailleurs, pour les aînés, il y a une rétrospective ciné et coréen à l'Institut Lumière en ce moment avec plein de films de critique sociale.
C'est intéressant. Voilà, allez voir. Allez voir pour ceux qui ont vu Squid Game. Allez voir et vous verrez, vous reconnaîtrez cette esthétique. Alors, attention, Squid Game a une esthétique coréenne, mais beaucoup plus coréenne que du cinéma coréen. Alors, les plans font très cinéma coréen. Pas de problème. Tiramisu, s'il était sur le chat, il pourrait nous en parler bien mieux que moi. C'est un bien meilleur connaisseur. Et ça se trouve, il dirait que je dis n'importe quoi, mais c'est un bien meilleur connaisseur de cinéma que moi. Les plans ont une esthétique coréenne. La critique derrière, on voit des liens. Mais c'est l'esthétique qui est plus coréenne que du cinéma coréen. Du moins du cinéma coréen qui nous est arrivé en Europe. Hein. Je vais faire doucement. Dans le sens où, si vous vous baladez dans Séoul, vous verrez ce côté mignon, kawaii, etc. Kawaii qui n'est pas un mot coréen, je crois. Mais ce côté est très présent. Et en fait, c'est notamment sur ça que joue la mystique de la violence. Ça, par contre, oui. Mais, encore une fois, et c'est là où je dis, ça rejoint beaucoup The Witcher. C'est pas pour rien. En France, on a, en France et même dans le monde francophone, notre esthétique, voilà, très différente de la violence américaine, mais notre esthétique de la violence en France, elle est très américanisée. Elle est très très américanisée. Elle est très soft. Dans la violence, on est très très soft, même dans la violence morale. Même dans la violence morale, on est très très soft. Et on est sur un cinéma qui va plus loin. Qui va beaucoup plus loin et qui est extrêmement intéressant sur ce point-là. Enfin, voilà. Mais donc j'ai adoré Squid Game saison 3. Je conseille vraiment, je vous conseille de voir la saison 2 et la saison 3 d'affilée. Vous faites pas de pause, ça sert à... Enfin, de toute façon, ça va vraiment ensemble. Et dépasser ce truc de « Oh, c'est lent ». Oui, ce sont des saisons plus lentes qui prennent leur temps. Mais les enjeux augmentent. C'était pas sûr que ce soit une bonne idée de faire une nouvelle saison, de faire une suite à la saison 1 de Squid Game, qui se suffit en elle-même. Mais ils ont réussi à rendre ça intéressant. Et pour rendre ça intéressant, il fallait augmenter les enjeux. Et désolé, vous augmentez les enjeux, vous devez prendre du temps dessus. Vous ne pouvez pas passer d'une innocence, parce que la saison 1 de Squid Game, c'est une innocence face à tout ce qui se passe. Le personnage de Ji-Yoon n'est pas au courant de tout ce qui se passe. À une saison 2 et 3, où le personnage de Ji-Yoon est au courant de tout ce qui se passe, et qui reste innocent, et que les enjeux ne prennent pas en importance. Vous faites une suite, les enjeux prennent en importance, sinon ça ne sert à rien, ça s'appelle le Marvel Cinematic Universe. Pardon, mais c'est un peu vrai, c'est un peu vrai, désolé, mais c'est un peu vrai. Je devrais aller voir Superman d'ailleurs cette semaine au cinéma. On en parlera. Mais enfin bon, on va pas rester 3 heures dessus. Ça me tenait d'en parler. Oui, mais désolé, c'est vrai. Ok, il y a un moment où Thanos... En fait, quand vraiment Thanos arrive, la menace grandit, mais les enjeux ne grandissent pas. C'est-à-dire, Captain America, il cherche à faire quoi? Sauver le monde. Bon. Thor, sauver le monde. Enfin, on peut tous les faire. À chaque fois, l'objectif, c'est de sauver le monde. Alors, parfois, c'est un petit peu différent. Thor, c'est pas exactement sauver le monde. Je crois que c'est se sauver lui. Je suis pas sûr que ce soit sauver le monde. Mais à chaque fois, il y a sauver le monde quand même, la majorité du temps. À un moment, on passe à sauver la galaxie, sauver l'univers. Ok. Et avec Thanos, on passe juste à une menace grandissante. Ce qui donne un impact plus grand et ce qui est une bonne chose. Je ne vais pas dire que Thanos c'est un mauvais méchant, mais il est une menace grandissante. Maintenant, Hulk, son objectif c'est de... J'ai pas la suite. Maintenant, il faut faire une différence entre les enjeux
Et la menace, c'est de trouver une thérapie. Voilà. Enfin, de trouver une copine. Moi, si j'ai bien vu le Marvel Cinematic Universe, son objectif, c'est de trouver une copine. Si on prend... Comment dire, on va essayer de prendre une autre trilogie. On va prendre Le Seigneur des Anneaux. On va prendre Le Seigneur des Anneaux qui fait ça extrêmement bien. Parce que attention, on peut enchaîner, faire bien et faire une suite où les enjeux restent à peu près les mêmes, mais simplement les menaces changent, les complications changent. Bien sûr, c'est possible. Et les enjeux n'ont pas forcément à être graduels dans une trilogie, ils ont à évoluer. Si on prend The Dark Knight, c'est d'abord sauver Gotham, puis ensuite c'est... mais ce qu'on ne sait pas dès le début, hein, c'est d'abord sauver Gotham, ensuite c'est éviter que Batman devienne complètement fou, et ensuite c'est sauver Gotham de la destruction. Mais les dangers changent, et en plus le truc c'est que dans Batman Begins, c'est pas dès le début qu'on se dit il doit sauver Gotham. Donc ça fait déjà un changement. Mais le Seigneur des Anneaux, d'abord, Frodon a pour objectif d'amener l'anneau à Elrond. L'enjeu au départ, ça n'est pas du tout d'aller jeter l'anneau. Enfin, c'est l'objectif final, mais l'enjeu au départ du héros qu'on suit, c'est d'amener l'anneau à Foncombe. Ça n'est qu'après que l'enjeu augmente. On va avoir le 2 où c'est empêcher la défaite enfin empêcher que le Rohan sombre et empêcher l'alliance un peu détruire et mettre à mal l'alliance Saruman Sauron. Dans un troisième temps, ça va dans le troisième film éviter la destruction du monde des hommes, jeter l'anneau. Enfin, jeter l'anneau, c'est un fil rouge, mais voilà, voyez cette évolution. Jamie, tu peux, enfin, toi qui connais extrêmement bien cet univers, je pense que tu vois ce que je veux dire. Il y a cette évolution de l'enjeu. Et c'est pour ça d'ailleurs que Le Retour du Roi est un troisième film qui marche extrêmement bien comparé à beaucoup d'autres troisièmes films. C'est parce que l'enjeu, l'impact et le méchant, ça y est, enfin Sauron, sa menace, elle est là, son armée, elle est là, on est aux portes du Mordor, la bataille se passe aux portes du Mordor, à Minas Tirith, enfin c'est... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, j'essaye de pas trop me perdre, donc je préfère m'arrêter là. Bon, parce qu'on n'a pas non plus toute la vie devant nous. Une petite annonce. Promis, après on passe au sujet intéressant. Une petite annonce. Rien qu'à rien, on passe d'escorter des Hobbits à accompagner l'anneau, à prendre... Voilà, c'est aussi ce qui est super intéressant dans le Seigneur des Anneaux, c'est qu'en fait, chaque personnage a son évolution, ses enjeux qui changent. Mais bon, si vous voulez contacter Jamie, si vous voulez en parler, juste veillez à avoir du temps devant vous. Ah, j'avais pas vu. Ah, Jane Francis. Ah oui. Qu'est-ce qui se passe? Une petite annonce. Est-ce que je vous ai parlé de ça? Une petite annonce qui, moi, me hype énormément. Alors le problème c'est que je sais pas à quel point les musiques en fait, je suis con, pardon, je suis con. Vous voyez en fait le problème c'est que c'est un univers ultra musical et souvent c'est des musiques sous copyright. Donc je vais parler. C'est la suite de Cyberpunk Edge Runner, excellente série
animées que je vous conseille, bon, très violentes, mais c'est studio coréen avec des producteurs polonais, c'est des Project Red, donc suite de Cyberpunk Edge Runner. Quand on parle des moments où le cinéma coréen, l'art coréen et l'art polonais se rejoignent, on est encore sur un de ces moments-là, c'est pas le premier. Les dessins animés The Witcher font beaucoup ça. Bon, je suis désolé de parler extrêmement vite, mais je parle au-dessus des musiques. Voilà, donc Cyberpunk Edge Runner 2 qui va sortir au cinéma sur Netflix. J'ai pas vu quand. Je ne sais plus quand, je ne sais plus s'ils le disent. Non, c'est en production, Et voilà, hâte de voir la suite à Night City. Maintenant, ça y est. On va parler. Je vais évoquer juste 2 minutes. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, je ne vais pas l'évoquer plus que ça. Sinon, je ne vais pas l'évoquer plus que ça. Pas que je m'en fous. C'est pas du tout le cas. Mais c'est que je maîtrise extrêmement mal le sujet. Donc, je ne vais pas me lancer dedans. Voilà. Encore une fois, on dit bonjour à Jordan, ce cher Jordan qui nous accompagne. Jordan d'Actu Gaming. Microsoft a licencié énormément de monde. Ce qui a beaucoup touché Xbox, donc sa partie gaming. Oui, Jordan, il faudrait qu'un jour il soit sur le live. Beaucoup de studios Xbox sont touchés. Une partie de ZeniMax. ZeniMax, c'est quand même ceux qui actuellement ont la licence. Alors, c'est Bethesda qui a la licence The Elder Scrolls, mais en fait, les réels éditeurs, c'est ZeniMax. Donc, c'est pas rien. Ceux qui font Halo, ceux qui ont travaillé sur Banjo-Kazooie, il y a des jeux annulés comme Perfect Dark, Blackbird, Everwild. Enfin, il y a beaucoup de jeux qui ont été touchés. Attention, ne tombez pas sur Xbox. Ce n'est pas Phil Spencer qui est le dirigeant chez Xbox qui a fait ces licenciements. C'est pour ça que je ne tombe pas sur Xbox et que je ne suis pas là à dire « Oh, Xbox, c'est des connards, machin ». Parce que c'est Microsoft, hein, c'est bien noté, c'est Microsoft qui a licencié des gens qui ne font pas partie aussi d'Xbox. Hein, et d'ailleurs, même Phil Spencer est un peu mis en danger et c'est pas sûr qu'après la prochaine génération de consoles, son poste reste. Donc voilà, c'est juste que, attention, ça va avoir le jeu vidéo est gravement touché. Le jeu vidéo sur les licenciements est en grande difficulté. Il y a alors c'est des Project Red, restent les boss. C'est des Project Red, restent les boss parce que sur ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont envoyé un message pour dire que les personnes qui s'étaient fait virer peuvent les rejoindre aux USA, au Canada et en Pologne. Donc ça reste les boss. Maintenant, voilà, je ne tombe pas sur Xbox et ne tombez pas sur Xbox. Pas que je suis un pro Xbox à mort et tout. Mais là, c'est Microsoft qui a fait ses renvois. Xbox n'a pas eu son... Xbox fait partie de Microsoft, mais n'a aucune voix dedans. Et ouais, c'est Project à chaque fois là... eux en ce moment, depuis le lancement de Cyberpunk 2, de Cyberpunk 2077, et l'échec à ce moment-là, mais alors là, depuis, c'est plus que des réussites. C'est trop fort. Mais bon. Ouais, c'est ça. C'est les projets qui a un peu ça. D'ailleurs, non, c'est plus pas le Quiet Kid. Il y a un moment où c'était eux qui se faisaient tacler. Hein.
à cause de Cyberpunk 2077, ils n'arrêtent pas de se faire bâcher. Et, et ouais, là, ça devient un peu les boss. Mais voilà, je vais pas m'étendre dessus, je maîtrise pas suffisamment la situation. Mais alors, on va commencer par une bonne nouvelle qui s'ensuivra d'une mauvaise. Alors, si je tape Stop Killing Games. Vous vous souvenez, je vous ai parlé, de Stop Destroying Video Games, enfin d'une pétition. À mettre devant, d'une pétition à signer pour que ce soit porté devant l'Union européenne et arrêter la situation où un jeu, notamment un jeu que vous achetez dématérialisé ou même un jeu physique que vous achetez, que au bout d'un moment, le jeu soit cassé et que vous ne puissiez plus y jouer. C'est ce qui est arrivé pour The Crew. Et ce qui est arrivé il n'y a pas longtemps sur un autre jeu. Voilà, et sur The Crew, c'est l'exemple avec l'UFC Que Choisir qui en avait parlé. Oh, incroyable! J'ai The Crew, moi, donc j'avais pas vu ça. Eh bien, l'initiative Stop Killing Games, vous vous souvenez, la dernière fois quand on en a parlé, vous vous souvenez peut-être, je vous disais, honnêtement, ça va pas marcher, on est à 400 000, signatures. À l'époque, c'était 400 000, hein, c'est pour ça que je dis on est à 400 000. Vous voyez bien qu'on n'y est plus. Ce qu'il s'est passé, c'est que les influenceurs, vous voyez les influenceurs qui disent « Oui, mais nous, on n'y est pour rien, on n'a aucune influence et tout ». The Crew, les serveurs ont fermé et du coup, les gens qui ont acheté The Crew ne peuvent plus y jouer, alors qu'ils l'ont payé, hein, mais ils ne peuvent plus y jouer. Et souvenez-vous de cette situation quand on vous dira « Oui, mais les influenceurs, ils n'y peuvent rien du comportement des gens ». Si, même en bien, on y reviendra tout à l'heure, que ce soit en bien ou en mal. Et là, notamment en bien, beaucoup d'influenceurs ont fait la promotion de l'initiative citoyenne européenne Stop Killing Games. Il fallait atteindre 1 million de votes. Nous sommes à 1 225 812 votes. Bravo, je ne sais pas si vous l'avez voté, si vous avez voté, merci. La France a fait son travail, la France devait recueillir 55 000 signatures, nous sommes à 130 000. 258 000 pour l'Allemagne, la Pologne qui a réussi à avoir 367% de votes de plus que nécessaire, enfin de votes nécessaires en atteignant les 134 000. Enfin voilà, au niveau statistique, il y a un écart. Et pourquoi il faut continuer à voter pour les personnes qui n'ont pas voté? C'est parce qu'il y a des votes qui seront annulés. C'est sûr, il y a des votes qui seront annulés. C'est normal, il y a des gens qui ont essayé de voter plusieurs fois probablement, etc. C'est toujours comme ça. Là, je pense qu'on a un matelas de sécurité qui est correct. Et donc, la proposition de loi sera obligatoire, devra être examinée au Parlement européen. Cette proposition de loi devra être examinée au Parlement européen. Donc, donc bravo à ceux qui ont voté, merci. Merci parce que c'est de la protection des acheteurs. Si on prend les pourcentages, si vous voulez un peu des stats, le meilleur élève en pourcentage, c'est la Finlande qui a fait 538% de votes nécessaires, c'est-à-dire ils devaient atteindre les 9 870 votes, ils ont atteint 53 102, donc 5,38 fois plus que nécessaire. En nombre, c'est l'Allemagne, je crois, qui est le meilleur élève avec ses 258 000 votes. Les mauvais élèves, il y en a quelques-uns, il y en a qui n'atteignent pas du tout, mais qui ne sont pas non plus les endroits. Malte, c'est pas le royaume des gamers, hein, on va pas leur jeter la pierre. Les Finlandais qui max the crew, un peu, ouais.
Mais surtout les Finlandais, je rappelle que les Finlandais, c'est le studio Remedy. Pourquoi les Finlandais? Pourquoi les Finlandais, les Polonais et les Français sont des très bons élèves? C'est évident. Alors les Allemands, ils ont un peu moins de studios. Il y a beaucoup de joueurs en Allemagne. Il y a beaucoup de joueurs et il y a une conscience européenne extrêmement forte, plus qu'en France. Ce qui explique pourquoi en Allemagne, ils ont des meilleurs résultats qu'en France. Mais pour la Pologne et la Finlande, ce sont les deux pays qui montent en Europe dans le jeu vidéo. La Finlande, c'est les Alan Wake, c'est Control, c'est donc le studio Remedy. C'est des gros jeux, c'est des très gros jeux. La Pologne, je vous en parle suffisamment sur cette chaîne, c'est CD Projekt qui a mis en avant CD Projekt. Alors, est-ce que je vous fais des... Oh non, il va me détester. Alors, on va commencer par, il faut bien voir que c'est une situation qui est plus complexe qu'il n'y paraît. Pour les jeux multijoueurs, la proposition de loi va mettre un coup extrêmement dur aux jeux multijoueurs, notamment aux jeux services. Je vous avais dit sur ce live, les jeux services, attention, ça va s'effondrer. Ça va s'effondrer, ça va commencer. Il y a déjà des gens qui sont en train de mettre en place des politiques et de réfléchir à des choses qui vont faire que ça s'effondre. J'ai pu, lors d'un de mes terrains d'études, discuter avec un développeur de chez Ubisoft. Je n'en dirai pas le nom, je ne dirai même pas sur quel jeu il a travaillé. Extrêmement sympa et son propos s'entend. Je ne veux pas le critiquer sur son propos, c'est un professionnel, c'est un artiste. Il y avait en face un de ses anciens collègues qui a maintenant ouvert son propre studio. Pareil, je tairai le nom des gens pour qui j'ai beaucoup de sympathie et je n'irai pas les balancer. Ce qui m'expliquait, c'est que eux n'étaient pas pour cette pétition. Parce que ils travaillent notamment sur des jeux multijoueurs et en fait, ça risque de signer, selon eux, la mort des jeux multijoueurs. C'est pas vrai. Ça ne va pas signer la mort des jeux multijoueurs. Ça n'est pas vrai. Ils devront trouver malgré tout des solutions. Pour les jeux multijoueurs, la situation va être complexe à mettre en place. C'est totalement vrai. Pour les jeux solo, ça se fera bien. Ce qui explique que le premier studio à avoir mis en avant cette pétition, c'est CD Projekt Red. Parce que eux sont basés essentiellement sur des jeux solo. Et qu'ils ont eux-mêmes dans GOG installé un anti-DRM et un badge qui assure que quand vous achetez un jeu, vous ne pouvez pas le perdre. Alors ça, je crois que tous les jeux n'y sont pas. Ils essayent d'ajouter le plus de jeux possible dans ce programme. Mais donc, comment ça se passe au Parlement européen? Pour examiner une loi, ce n'est pas juste des politiques entre eux qui ne connaissent pas tous le jeu vidéo qui vont voter. Ils essayent de le faire de manière consciente. Ils vont appeler à la barre des développeurs. Et donc, ça va se passer comme ça. Je vous fais le jeu. Bonjour, monsieur Ubisoft. Bonjour, je suis Ubisoft. Est-ce que cette proposition de loi est installable? Ah non, 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 ça n'est pas installable. Très bien, au revoir. Bonjour, monsieur Electronic Arts, qui, je le rappelle, a des bases à Londres. Bonjour, messieurs. Est-ce que cette proposition de loi est installable? Ah non, 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 ça n'est pas installable. Bonjour, monsieur CD Projekt Red. Bonjour. Est-ce que cette proposition de loi est installable? Nous le faisons. Voilà, simplement, nous le faisons. À partir de ce moment-là, moi je vais essayer de voir si les débats sont regardables. Je crois que les débats sont regardables. S'ils le sont, je les regarderai parce que forcément le sujet fait partie de mon travail.
Et donc, voilà, excellent jeu d'acteur. mais il y a un studio européen qui met en place un programme anti-DRM. Qu'est-ce que les autres studios ils vont pouvoir dire? Je comprends malgré tout la situation pour les jeux en ligne. Ils auront lieu en Belgique normalement, seront-ils publics? Ça sera visionnable en ligne, j'imagine, parce que souvent c'est filmé. Souvent c'est filmé. C'est pour ça qu'on a des images de Bardella qui n'est pas là. De Bardella pas là. Tac, tac, tac. Mais voilà, c'est... Donc voilà, maintenant... alors, on va prendre E et E. Alors... Voilà, comme... si tu veux, j'enlève moins de blocs, je m'en fous. Alors, bien sûr, les gros éditeurs ont fait un communiqué. Ils ont fait un communiqué. Via Video Games Europe. Video Games Europe, c'est un lobby. C'est le lobby des gros éditeurs du jeu vidéo en Europe. La décision d'interrompre des services en ligne est complexe, jamais prise à la légère et doit rester une option pour les entreprises lorsque l'expérience en ligne n'est plus commercialement viable. Donc c'est des questions d'argent. Poursuivant ensuite, les serveurs privés ne constituent pas toujours une alternative viable pour les joueurs car les protections que nous mettons en place pour sécuriser les données des utilisateurs, supprimer les contenus illégaux et lutter contre les contenus dangereux au sein des communautés n'existeraient pas, ce qui exposerait les ayants droit à des responsabilités juridiques. Ah bah oui, vu que leur ligne de défense, c'est de dire que acheter le jeu ne fait pas de vous un ayant droit. When you buy a game, you don't owe it. Un jeu acheté ne vous appartient pas, c'est leur défense. Et du coup, oui, mais les ayants droit, ils seraient soumis à des responsabilités juridiques. Donc, selon leur propre défense, les ayants droit, c'est eux. Ah bah oui. Par ailleurs, de nombreux jeux sont conçus dès le départ pour être exclusivement en ligne. En pratique, ces propositions limiteraient la liberté de développeur en leur rendant la création de tels jeux prohibitivement coûteuse. Oui, effectivement, vous comprenez bien. Mais d'ailleurs, du coup, pour... Ah oui, il y a lui qui a sorti un truc... en parallèle, ouvrir ces jeux à des communautés pour exposer à des responsabilités juridiques potentielles. Mais c'est le but de l'initiative. Exact, je suis totalement d'accord. Voilà, le capitalisme a fait un AVC. Et surtout, en fait, il faut bien comprendre que les studios de jeux vidéo ont un avantage par rapport à beaucoup de choses, c'est que leur responsabilité juridique est extrêmement rarement impliquée. Ils sont à ce mi-chemin de tout ce qui est commercial et artistique et de production, etc. Donc, ils ne sont que très rarement impliqués politiquement, notamment les gros éditeurs. Or, là, le but de l'initiative, c'est de les mettre face à leurs responsabilités et leurs responsabilités juridiques. Donc, je lis un peu tout, il y a ça. Donc voilà, bien sûr que le lobby, on pouvait s'y attendre, le lobby des jeux vidéo s'oppose à cette pétition. Bah oui, les joueurs sont en train de dire, mais en fait, nous on veut avant toute chose, quand on achète un jeu, l'avoir. Et eux ils disent, oui, mais du coup les jeux en ligne ça sera compliqué. Bah ne faites pas de jeux en ligne. C'est quoi le jeu de l'année cette année? C'est Clair Obscur? Ah oui, mais c'est pas le jeu qui rapporte le plus. Si on prend Fortnite, sorti en quelle année? J'oublie toujours. Fortnite est sorti... Oui, non, mais... Et je suis sorti en 2017. Les jeux vidéo
2017. Les meilleurs jeux vidéo de 2017, on a The Legend of Zelda, Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Nier Automata, Hollow Knight, Horizon Zero Dawn, Persona 5, Cuphead, Mario Kart 8 Deluxe, qui est un peu différent, mais quand même, Resident Evil 7, Prey, Assassin's Creed Origins, Hellblade, Senua's Sacrifice, retenez ce titre pour aujourd'hui s'il vous plaît, Uncharted The Lost Legacy, voyez les jeux qu'on a, mais c'est pas eux qui ont rapporté le plus d'argent. Alors c'est là où je dis que Mario Kart il faut voir, mais c'est Fortnite, le jeu qui a rapporté le plus d'argent dans tout ça, c'est Fortnite, un jeu service. C'est pour ça qu'ils veulent pas lâcher. Là, ce que les joueurs sont en train de dire, c'est en fait on veut avoir les jeux, si jamais c'est fait de la qualité, on veut avoir la qualité avant toute chose. Et eux, ils disent oui, mais ça nous rapporte moins d'argent. Tant pis. Ça leur rapporte moins d'argent. Ça ne veut pas dire que ça leur rapporte pas d'argent. Hein. Regardez CD Projekt qui base l'essentiel de ses revenus sur The Witcher 3, encore à l'heure actuelle, sur Cyberpunk 2077, qui est en train de préparer, qui a pu s'étendre. Enfin, c'est une avarice, là, que de vous... Le jeu service, c'est une avarice. Donc, tac, tac, tac. Donc voilà, on a cette situation. Et oui, effectivement, le lobby des jeux vidéo, il est contre. On pouvait s'y attendre. Il y a un vrai débat, honnêtement, parce que c'est pas parce qu'un jeu est en ligne que c'est un mauvais jeu. Un jeu en ligne peut être intéressant. À l'époque, comment ça s'appelle Among Us, c'était extrêmement intéressant. Bon, depuis, on a plein de Among Us-like, enfin, un jeu sur deux en ligne qui sort, un jeu en ligne qui sort, sur les jeux en ligne qui sortent, un sur deux, c'est un Among Us-like. Enfin, voilà, oui. Mais à l'époque, c'était extrêmement intéressant, c'est des idées. On ne peut ne pas aimer Fortnite. Bon, je vais plutôt parler de PUBG. PUBG, c'est une idée. Il y a des belles idées dans les jeux en ligne. Et effectivement, je comprends que les joueurs comprennent. Même si je préfère Dale Dawson, extrêmement intéressant. Hein. Et je pense que tout le monde comprend que oui, ouais, ça sera plus dur et on espère pour eux, qu'ils trouveront une solution, bien sûr, bien sûr. Les joueurs et les créateurs ne sont pas des ennemis. Maintenant, les joueurs ont exprimé un ras-le-bol. Les joueurs ont exprimé un ras-le-bol et ont exprimé une peur en fait de voir peu à peu leur jeu disparaître. Ce qui ne devrait jamais être le cas. Oh d'ailleurs c'est un jeu si on joue à la fin, c'est un jeu finlandais. Ça va être chouette. C'est un super jeu. Donc voilà. Voilà pour ça. Et là, vous vous dites, ah bon, très bien, bonne nouvelle, il y a eu cette affaire, ça va commencer à avancer. Oui, mais il y a du chemin. Est-ce que je vous ai déjà parlé de Electronic Arts? Est-ce que je vous ai déjà parlé d'Electronic Arts? Non, parce que ok, on tape sur Ubisoft, mais... C'est pas eux qui l'ont mis, c'est pas d'eux que je veux... je crois que... Ou c'est... J'aime beaucoup Xboxygen qui met le contexte en thème. Ça devait être le jeu service à succès de BioWare. Donc BioWare quand même en grande difficulté, on l'a déjà dit. Voilà, ça devait être le jeu service à succès. Vous voyez, je vous ai dit, le jeu service c'est l'Eldorado pour beaucoup.
ils ont raté leur lancement et ça a été abandonné par Electronic Arts. Les serveurs fermeront leurs portes en janvier 2026. Donc, Electronic Arts confirme que le jeu entre définitivement en fin de vie, que la fermeture des serveurs est prévue pour le 12 janvier 2026. Vous avez donc jusqu'à cette date pour profiter du titre et dépenser vos différentes devises. Oui, parce que vous pouvez bien sûr dépenser de l'argent dans le jeu. Après, ça ne sera plus possible vu qu'aucun mode hors ligne n'est prévu par l'éditeur. Ils font ça quand? Pendant la campagne Stop Killing Games. Mais j'en peux plus. C'est des abrutis. Ils sont crétins. Ils sont sérieusement bêtes. Pardon, je ne devrais pas le dire, mais il y a un moment, je pense qu'ils sont sérieusement bêtes chez Electronic Arts. Enfin, c'est le problème des jeux de service, bien sûr, où tout est en ligne. Et oui, le mauvais timing, enfin, mais alors c'est vraiment, moi j'ai des, pour vous dire, pour vous dire à quel point c'est un mauvais timing, c'est pas simplement en pleine campagne Stop Killing Games. Le million de signatures a été dépassé le 4 juillet. Le 4 juillet. L'annonce date, enfin les articles au moins, datent du 4 juillet. C'est-à-dire, ils ont vraiment... Et la campagne Stop Killing Games, elle datait 2 semaines, ça faisait 2 semaines. Donc ils savaient depuis 2 semaines que ça... Alors bien sûr que Anthem, ça fait peut-être plus longtemps qu'ils savent que ça va fermer et tout. Mais là, tu repousses. C'est le jour où la campagne contre la fin de vie des jeux passe le million de signatures et doit donc passer en commission devant le Parlement européen. C'est ce jour-là qu'ils publient la fin de vie de leur jeu. Je sais pas si vous voyez. Jusque-là, tout le monde parlait de l'exemple The Crew. Depuis, on parle de l'exemple Anthem. Ils n'étaient pas les dindons de la farce. Ils ont sauté dedans. Ils ont plongé. Ils n'étaient pas cités. On savait qu'il y avait des risques. On se posait la question pour Anthem. On savait qu'ils avaient beaucoup de jeux services. On se disait, oula, jusqu'à quand Electronic Arts? Il y avait des débats autour d'eux. Ils n'étaient pas pour. On le savait. Mais comme plein d'autres, ils étaient au même niveau de conneries que Dontnod. Ils étaient au même niveau que, je sais pas, enfin, que plein d'autres studios européens, même que Nintendo Europe, en fait. Ils ont plongé dedans. Et en fait, c'était Ubisoft les boucs émissaires sur ce sujet-là. Ils ont fait hop là. Ils les ont poussés du cul. Ils ont fait coucou, c'est nous. Je sais pas comment. Vous percevez à quel point c'est débile. Comme nous, à quel point c'est la plus grosse absurdité. C'est vraiment. La campagne, ça se voyait qu'elle montait. Ça faisait 2 semaines qu'elle montait. Ça se voyait. Enfin, je sais pas. C'est. Voilà, c'est. Electronic Arts. Encore une fois, un des plus gros studios d'Electronic Arts, c'est Electronic Arts London. Parce que Electronic Arts, parfois même, c'est tellement un de leurs plus gros. Je suis de plus en plus en Maroc pour les funérailles de BioWare. Oui. Oui, mais Electronic Arts. Attends, Ed. Tu as raté une petite déclaration. Electronic Arts. Tac. C'était quoi? C'est de quoi qu'on avait parlé? On avait parlé de quoi? Ah oui. Attends. Alors là, pour ceux qui connaissent pas Et va s'énerver. Et va s'énerver.
pendant qu'ils viraient des employés et que la moyenne de salaire des employés diminuait, le patron d'Electronic Arts s'est augmenté de plus de 5 millions. Voilà. Le salaire, non même pas moyen, le salaire médian des employés diminue. Il vire des employés. Son salaire augmente de 5 millions. Mesdames et messieurs, Electronic Arts. Electronic Arts, donc, qui est une entreprise américaine, bien sûr, avec des bases à Londres. Tac, tac, tac. Enfin, voilà, c'est... Je sais même pas quoi vous dire, moi. Il y a un moment... Enfin, voilà. Je savais même pas que c'était possible d'enchaîner les conneries à ce point-là. C'est... Oui, c'est du capitalisme. Mais ça, désolé, c'est... En fait, critiquer le capitalisme en parlant de jeux vidéo, il y a un côté malhonnête. Et j'en suis désolé. Ça ne veut pas dire que je ne dis rien et que je ne dirai jamais rien. C'est que j'utiliserai pas directement ça. Je parlerai d'avarice. Et bien sûr que l'avarice et le capitalisme font partie de la... Enfin, l'avarice fait partie de la famille du capitalisme. Je ne le nierai pas. Mais parler du jeu vidéo sans parler de capitalisme, bah oui, le jeu vidéo est un art qui ne peut pas vivre sans l'interaction, donc qui ne peut pas vivre sans vendre. Ça fait malheureusement partie du deal. Donc oui. Maintenant, on peut être dans des dynamiques capitalistes sans être non plus une odieuse sous-merde. Pardon. Mais là, Electronic Arts, Electronic Arts, ils vont trop loin. Ça ne veut pas dire que je suis pro-capitalisme, etc. Maintenant, j'ai une certaine honnêteté et je critique le capitalisme là où je pense il peut, là où il ne doit pas être, là où il doit être à mal, il ne doit pas être. Enfin, ici, il doit être mis à mal. Maintenant, le jeu vidéo ne peut pas survivre dans un système qui n'est pas capitaliste. Ou que très peu. Enfin, après, ce qu'il peut y avoir, attention, il peut y avoir des dynamiques de régulation, et ça, c'est ce qui manque. Il peut y avoir un blocage des prix. C'est ce qu'il faudrait dire. Vous ne vendez pas un jeu à plus de... si on considère le jeu vidéo comme la culture, on peut quand même trouver des alternatives ou des marges de manœuvre en capitalisme, comme la loi Lang pour les... Totalement. Je suis d'accord. Totalement. On pourrait mettre un blocage des prix à 70 €. Vos jeux ne dépasseront pas 70 €. Totalement. On peut trouver des alternatives, on peut trouver des moyens de régulation, de limitation. Malheureusement, on ne pourra pas non plus... on ne pourra pas faire des miracles. Un jeu vidéo devra toujours être vendu. Mais on peut totalement... je suis totalement d'accord. Il faut trouver des marges de manœuvre. Le Stop Killing Games est une forme de marge de manœuvre en disant en notant aux vendeurs le droit de vie ou de mort de son produit. Si son produit a été acheté, il peut arrêter de le produire, mais il ne peut pas empêcher. Il faut repenser nos modes de consommation. Totalement, on peut pas. Et il faut accepter que les jeux vidéo prennent du temps. Mais ça, les devs sous pression, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de studios qui ont pris conscience de ça. Même Ubisoft a pris conscience de ça. On en reparlera. Mais Assassin's Creed Shadows a pris plus de temps à développer. Tout ça, c'est des projets qu'on voit.
pour avoir des sources directes, hein, des sources internes directes. Et chez Rebel Wolves qui développe The Blood of Dawn Walker, c'est maintenant une question qui est importante pour eux, ne pas être en crunch. Bon, on a bien compris que Rockstar s'en battait les steaks. Voilà. Electronic Arts s'en fout, enfin voilà. Mais bien sûr, mais voilà, il faut mettre en place des situations où. Donc là, il y a la situation de tu as créé le jeu, tu l'as vendu, la personne à qui tu l'as vendu, malgré tout, elle doit pouvoir l'avoir tant que son jeu fonctionne, tant que son CD fonctionne. Déjà, faire en sorte que les jeux achetés en physique fonctionnent toujours, ça me paraît normal. C'est un minimum. Et c'est un minimum, mais c'est très en dessous du minimum même. Faire en sorte que toute situation de harcèlement, on va en reparler encore une fois, soit condamnée, avoir un blocage des prix, tout ça. Et effectivement, il faut que nous, faut que les joueurs, il faut que les consommateurs acceptent un truc. Oui, c'est la logique de base de l'achat, tu payes, tu possèdes, on est d'accord. Il n'y a que le jeu vidéo où ça ne marche pas comme ça. Hein. Non, et l'immobilier, mais c'est autre chose. Comment dire? Il faut que les joueurs acceptent que c'est pas grave quand un jeu est repoussé. Il faut qu'ils acceptent aussi de mettre en avant. Après, le problème c'est que c'est l'émotion qui parle. Mais il faut qu'ils acceptent aussi de mettre en avant des choses différentes de ce qu'ils connaissent, de ne pas succomber uniquement à la hype. Enfin, il y a plein de choses à mettre en place, de ne pas accepter de finir un jeu. Combien de personnes ont ce système que moi je ne comprends pas, ils achètent un jeu, mais pas pour le finir. C'est pour ça que le Xbox Game Pass marche aussi bien. Tu peux totalement faire ça. Moi j'ai le Xbox Game Pass, je finis tous les jeux. Enfin, pas tous les jeux qui sortent sur le Game Pass, mais tous les jeux auxquels je joue, je les finis. Je suis incapable de faire. Alors, sauf les jeux que je vous présente ici, mais c'est de la présentation de jeu. Mais oui, il faut arrêter la logique ce qui est une logique consumériste. La logique du j'achète, je teste juste. Parfois, ça peut se comprendre. Le problème, c'est qu'un jeu qui dure 80 heures, ça dure 80 heures. Si tu te fais chier, tu te fais chier. Mais on est clairement dans une logique de surconsommation du jeu vidéo. Et je suis totalement d'accord. On attend tellement de grosses sorties tout le temps, on met 80 € dans des jeux tous les mois, on n'a pas le temps d'y jouer. Exactement. Et on attend tellement des grosses sorties qu'un jeu qui est là juste pour proposer une expérience, pas forcément pour être jeu de l'année, pour proposer une expérience, un jeu différent, un jeu qui n'est pas AAA. Dans la littérature, on a le préjugé qu'un auteur qui sort un livre tous les ans, c'est forcément mauvais. Les gens ont du mal à tilter que le jeu vidéo, c'est un art aussi, ça demande du temps. Oui, et c'est peut-être pour ça que c'est important que le projet sur le réel, sur pourquoi le jeu vidéo est un art est aussi important. Mais, comment dire j'étais en train de dire que maintenant, vous sortez un jeu, vous sortez un jeu, vous savez qu'il faut faire attention au calendrier. C'est ce que j'avais dit en critiquant Dontnod, en disant mais c'est complètement con de sortir leur jeu en même temps que il y avait Assassin's Creed, Split Fiction, enfin il y avait plein de trucs en même temps et c'était complètement con. Sauf que Dontnod essaie de vendre ça comme un gros jeu. Si vous vendez un petit jeu, vous pouvez le sortir en même temps qu'un gros jeu, c'est pas grave, vous pouvez. Et il faut donc accepter que tous les jeux ne sont pas Elden Ring. Tous les jeux ne sont pas ou Elden Ring ou Fortnite. Le jour où on comprendra que les jeux ne sont pas ou Elden Ring ou Fortnite, on aura compris quelque chose de très bien. Il y a une immensité à découvrir. Le jeu vidéo, c'est une immensité. Mister MV en fait une super promo si vous voulez un gros streamer, quelqu'un qui parle très bien de jeu indé, c'est une immensité.
Un nom, et pareil, si on reste sur Mister MV, un nom ne fait pas un jeu, ne fait pas la qualité. Death Stranding, euh, Kojima, euh, pardon. Ça n'est pas, ça n'est pas parce que vous êtes un jeu solo et vous n'êtes pas un gros jeu que vous êtes un mauvais jeu. Il y a des jeux qui sont des petits jeux qui sont absolument super hot, mais quel jeu exceptionnel! Quel jeu exceptionnel! J'ai joué à quoi ces derniers temps? Je sais. Bah, En Garde, je prends l'exemple d'En Garde. En Garde, c'était un jeu exceptionnel en termes d'idées, de gameplay, de game design, et même après, c'était pas un jeu exceptionnel. Non, c'était pas un jeu exceptionnel. C'était un jeu où je me suis éclaté. Les jeux de déconstructing, ouais. Même au sein des joueurs, il y a beaucoup de préjugés. Quand tu joues pas au gros blockbuster, tu es vu comme moins légitime si tu joues aux Sims, Animal Crossing. Alors, je dirais pas aux jeux indés. Si tu joues aux Sims ou Animal Crossing, tu es vu comme moins légitime. Mais même si vous amusez sur FIFA, vous êtes légitime. Vous avez le droit de vous amuser sur FIFA, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai aucun problème avec vous, vous avez le droit. Les jeux indés, c'est pas vu. C'est pas vu comme il faut jouer ou à des jeux indés, ou à des jeux services en ligne, ou à des gros jeux, à des gros blockbusters. Mais il y a des jeux qui sont entre ça, qui sont pas dans ça, qui sont pas indés, et qui sont très... juste, en fait, comprenez bien que c'est un art. Je vais dire un truc qui va choquer. J'ai aimé Star Wars 9. J'ai beaucoup aimé Star Wars 9. J'ai le droit. Je ne suis pas illégitime à aimer Star Wars 9. Vous avez le droit d'aimer les jeux que vous voulez. Je me demande si... C'est surtout ça qu'il faut entendre. Vous avez le droit d'aimer les jeux que vous voulez. Il y a en plus des biais sexistes, notamment sur les Sims ou Animal Crossing. Mais la légitimité, c'est l'objet du jeu pour filles, maintenant des hommes et des femmes. Ça dépasse maintenant ça. Il y a les jeux pour filles, il y a les jeux pour puristes. Enfin, ça va plus loin que juste le jeu pour filles. La légitimité, ça s'accroche sur plein de trucs. Jeux pour filles, jeux pour puristes, jeux de casu. Enfin, voilà, maintenant il y a des... Alors que non. J'ai aimé le dernier... Je m'amuse bien sur le dernier NBA 2K25. Ah, jeu de casu, hein. Je sais pas. J'ai pas aimé les derniers, mais là, celui-là, j'aime bien. Ils ont refait certains trucs, le système de tir me va bien. Si je milite pour que ce soit un art, alors vous aimez les jeux que vous voulez. J'ai apprécié Assassin's Creed Shadows, un peu long, j'en reconnais des erreurs. Et Star Wars 9, j'en reconnais plein d'erreurs. C'est là que ça se joue. C'est pas parce que... Alors, je n'ai pas encore joué à Clair Obscur. Il faut absolument que j'y joue, je pense que c'est le prochain jeu après Assassin's Creed. Si vous n'aimez pas Clair Obscur, vous avez le droit. C'est pas que vous vous y connaissez pas, c'est pas machin. Mais en fait, même si vous y connaissez pas, on s'en fout. Vous avez le droit de pas aimer Clair Obscur. C'est ça qu'il faut rappeler. C'est un art. À partir du moment où c'est un art, alors on laisse chacun libre de son appréciation, de son sentiment. Vous avez le droit de surkiffer le jeu E.T. sur Atari. Et une fois qu'on aura entendu ça, on sera libre de nos modes de consommation. Il faut arriver à être libre de nos modes de consommation dans le sens où ne pas être dans cette surconsommation, etc. Et surtout aller vers ce qui nous plaît, pas aller vers ce qu'on nous dicte. Or là, c'est ce qui est, ça va me faire raccrocher, ils essayent, le lobby du jeu vidéo en Europe, essaye de nous dicter, oui mais vos jeux services, là, vos jeux en ligne, ça va pas être possible du coup. Ce qui n'est pas vrai. Soyez libre de vos choix, faites vos choix sur l'art et vous déconstruirez par vous-même les questions de légitimité, etc. Vous entrerez dans des débats intéressants sur le jeu vidéo. J'ai apprécié ça, j'ai moins apprécié ça parce que c'est mon goût.
Détachez-vous du ce jeu est bien ou ce jeu est pas bien. Ça paraît tout con tout ça, hein, mais on a effectivement, comme a dit Ed, et j'en suis complètement d'accord, on a notre responsabilité. Et bah, ceux qui ont signé la pétition, les personnes qui ont créé la pétition, vous avez pris vos responsabilités et bravo. Enfin bref. Le jeu vidéo sera bien sûr toujours capitaliste. On peut juste faire en sorte qu'il soit un peu plus juste. Si ça vous va, je vous propose 1 minute de pause et on va parler du sexisme, du masculinisme et de sujets bien plus graves. Je vous dis à tout de suite. Alors, bon là on s'est pas vraiment énervé, ça a été léger, c'est même un peu joyeux parce qu'il y a une dynamique qui s'est engagée qui est intéressante. Maintenant, on va parler d'un sujet beaucoup plus grave. Et là, on va être énervé. Là, j'espère pour vous que vous n'avez pas du café, à l'inverse de moi. Et on va faire dans l'ordre des choses qui se sont déroulées. Parce que je veux parler de l'explosion qui est en train d'arriver, hein, d'une forme, on va le dire, de terrorisme. Je mets les mots. Une forme de terrorisme et d'extrémisme qui arrive. Et je vous avais déjà dit en live que, selon moi, les prochaines communautés en danger seront les femmes et les LGBTQIA+, suite à l'élection Trump, l'explosion des masculinistes et tout. Qu'il y allait avoir sans doute des morts. On va commencer un peu, enfin soft. J'ai du mal à dire soft. C'est j'ai du mal à dire soft, mais bon. Alors, j'essaie juste de trouver le bon article. Voilà. Déjà, vous vous souvenez peut-être du procès Ubisoft. Nous avons eu donc les résultats du procès. Est-ce que c'est toujours les premiers à prendre? En fait, le problème, c'est que en tant qu'historien, je peux pas nier que les Juifs ont pris quand même, mais maintenant, ça va être le cas. Là, ça va être le cas. Bon, harcèlement chez Ubisoft, vous vous souvenez de cette affaire avec 3 cadres de chez Ubisoft qui ont mis une culture toxique dans l'entreprise. C'était un procès qui se déroulait en France. Je vous fais dans l'ordre des choses telles que je les ai appris. Donc on commence par le cas Ubisoft. Le tribunal correctionnel de Bobigny a condamné mercredi 2 juillet à des peines allant jusqu'à 3 ans de prison avec sursis 3 anciens cadres d'Ubisoft pour harcèlement moral ou sexuel au sein du géant des jeux vidéo. On a donc Thomas François, ancien vice-président du service éditorial d'Ubisoft, qui a été condamné à 3 ans de prison avec sursis et 30 000 euros d'amende. L'ex numéro 2 d'Ubisoft, Serge Ascoé, 18 mois de prison avec sursis et 45 000 euros d'amende. Et l'ancien game director Guillaume Patrux. Peut-être que certains voudront savoir ce sur quoi il a travaillé, ce que je peux entendre, ce que je comprends. Maintenant, il n'était pas seul à travailler dessus et j'ai pas envie de punir les autres qui ont travaillé dessus, mais liste. Bon, l'avantage c'est qu'il a l'air d'avoir travaillé sur des choses qui ont disparu. Il a travaillé sur Watch Dogs, The Crew, donc qui ont littéralement disparu. Prince of Persia classique, ouais. En gros, sa grosse carrière, c'est Watch Dogs, The Crew, Trials Evolution. Voilà.
Et sur les jeux, il y en a un qui a disparu, un qui est un échec et un qui est une réussite. Donc parmi les faits reprochés, l'ancien vice-président du service éditorial, donc Thomas François, contraindre une jeune femme en jupe à faire le poirier au milieu de l'open space, lancer des bitches ou morues en guise de salut, jouer à chabit, embrasser des collègues masculins par surprise. La culture Ubi a été un calvaire pour une poignée de jeunes ayant brisé le silence et porté plainte dans ce dossier qui fait figure d'un MeToo des jeux vidéo. J'ai eu des... Et pour avoir eu des échos justement de la part d'un développeur d'Ubisoft, ouais, c'était clairement infâme à vivre. Il est resté, notamment parce qu'il n'était pas exactement pile enfin, il n'était pas dans le studio localisé au même endroit, mais c'était compliqué pour eux aussi, et il travaillait sur d'autres trucs. Et donc, avec tout ça, il est condamné à 3 ans de prison avec sursis et 30 000 euros d'amende. Le fait qu'il n'y ait que du sursis, c'est peu. C'est quand même très très peu. Thomas François, Thomas François, donc c'est lui. Thomas François qui avait entre 38 et 46 ans au moment des faits, 8 ans. Fait qui se déroule de 2012 à 2020, donc c'est vraiment dans sa période d'âge d'or, hein, quand il est au développement de ses plus gros jeux, a confessé à la barre avoir manqué de recul, ayant eu à l'époque l'impression d'être dans le respect des gens. Serge Ascoé a affirmé au tribunal, lui, n'avoir jamais entendu les propos sexistes ni avoir eu connaissance des bizutages dégradants qui se déroulaient à quelques mètres de son bureau vitré. Bon, c'est très bien insonorisé, il faut reconnaître. Si vous voulez travailler dans un endroit calme, bah c'est dans le bureau de Serge Ascoé. Pas à côté, ça c'est un conseil. Et il y a certaines salariés ont tenté de le dédouaner. Donc certaines salariés ont tenté de le dédouaner en disant qu'il ne savait vraiment pas. Après, il y a un monde où il est vraiment con. N'oubliez pas, la connerie n'est pas toujours l'explication. Malheureusement, l'espèce humaine en est plein. Mais bon, j'ai du mal à y croire. Le tribunal a pu constater les difficultés que l'homme, aujourd'hui âgé de 60 ans, pouvait avoir à séparer vie privée et vie professionnelle, demandant à ses employés d'effectuer des tâches personnelles sans aucun lien avec leurs compétences, telles qu'aller chercher sa plus jeune fille de 6 ans à la sortie de l'école ou traverser Paris pour acheter des cacahuètes à coque, malgré leur fonction d'assistante de direction. Elles ont été contraintes à ces caprices, comme l'a qualifié le ministère public. C'est aussi ce qu'on voit dans les films. Les films, ce n'est pas la réalité. C'est défendu Serge Ascoé. Voilà. Dans son réquisitoire, le procureur avait précisé que les actes... Attendez, il mélange un peu tout. Là. Il est très mal écrit, leur article. Hein. Le harcèlement moral de M. Patrick avait lieu à une échelle plus réduite que ceux de Serge Ascoé et Thomas François, mais particulièrement intense pour son équipe. Mais leurs clients les avocats de la défense n'ont jamais reçu aucun avertissement disciplinaire, aucun entretien avec les RH. Bah oui. Bah oui, vu que le chef, c'est... le deuxième, c'est Serge Ascoé. Enfin bon. Mais effectivement, Yves Guillemot, le PDG, et Marie Derain n'ont pas fait l'objet de poursuites. Donc vous voyez déjà, et on a appris qu'il y avait quand même diffusion dans l'open space de films pornographiques. Ça allait, là, l'article est très soft. Hein. Je ne sais pas si on a un article qui va plus loin, mais
L'article est très soft. Par ce qu'on peut reconnaître il faut savoir que c'est quasiment les mecs ils font n'importe, et leur défense c'est on n'a pas dit stop. Oui. Ah oui, on m'a pas dit stop. Oui, c'est littéralement ça. Oui, il y avait une ambiance toxique, misogyne et raciste. Quand même. Est-ce qu'on peut retrouver un petit peu harceleur et agresseur misogyne, draguant lourdement les stagiaires, insultant régulièrement les femmes de la société. Enfin, il y en a un sur les. Je dis pas que le Tommy François, il était quand même particulièrement lourd. Les témoignages parlent de sa consommation. Il y a des témoignages qui parlent de la consommation et deal de drogue au travail. Alors, c'est assistant de façon. Il y avait quand même consommation et deal de drogue au travail, menace armée d'un couteau, agression sexuelle et insulte, harcèlement. Voilà. Enfin voilà, ça va loin. Alors, vous trouvez sans doute que les peines sont faibles. Ce sont quasiment les réquisitoires. Voilà, la culture du viol a de beaux jours devant elle. Oui. Mais c'est quasiment les réquisitoires. C'est quasiment ce qui a été requis par le procureur. Donc la justice a écouté le procureur et allé. Je crois que c'est vraiment genre je crois qu'il y en a un qui a pris une amende un tout petit peu plus petite, mais sinon c'est vraiment les mêmes peines que le réquisitoire. Le fait qu'il n'y ait pas de ferme m'embête énormément. Tommy François, vous voyez, Tommy François poursuivi pour harcèlement sexuel et moral se cache derrière la culture de l'entreprise. Donc c'est littéralement ça. Oui, mais les autres ils font pareil. C'est lui, Thomas François. C'est lui. Quand il venait vers mon bureau, j'avais peur. Se remémore une employée qui affirme que le quadragénaire l'avait pris comme sa bête de foire. Elle rappelle combien les propos graveleux se voulant drôles étaient quotidiens en open space où les hommes étaient très largement majoritaires. Enfin voilà, c'est le seul d'ailleurs qui je crois a été vraiment viré. Thomas François, je crois qu'il a vraiment fini par être viré parce que c'était trop. Mais voilà, Thomas François dit que ça faisait partie du vocabulaire d'Ubisoft. Enfin, voilà. Donc là, vous vous dites, bon, il y a eu un procès et tout ça, mais c'est quand même lourd ça. Et c'est là où on sort un petit peu du jeu vidéo. Et que... Alors forcément, Saint-Étienne, on tombe essentiellement sur la SSE. Est-ce que Libération, je peux lire tout? Oui. Vous en avez peut-être entendu parler. Un attentat masculiniste déjoué, un homme de 18 ans interpellé avec 2 couteaux. Le jeune homme qui souhaitait s'en prendre à des femmes a été mis en examen et écroué mardi soir. C'est la première fois que le parquet national antiterroriste est saisi dans une affaire de masculinisme revendiqué. Un attentat a été déjoué avec l'interpellation d'un jeune homme de 18 ans, masculiniste revendiqué. Alors ça, on va ouvrir dans un prochain... Mise en examen et écroué mardi soir après avoir été interpellé dans la région de Saint-Étienne avec 2 couteaux, a appris l'AFP mercredi de sources proches du dossier. Le suspect, qui a été écroué à Paris, se revendique de la mouvance Incel.
involuntary celibate, des hommes considérant qu'ils seraient célibataires à cause des femmes qui ne veulent pas d'eux. On se demande pourquoi. A confirmé le parquet, le PNAT, d'après les sources proches du dossier. Il voulait s'en prendre à des femmes et a été interpellé près d'un lycée public de la ville où il est scolarisé, en classe préparatoire et pensionnaire de l'internat. Une première pour le PNAT, d'allure juvénile et timide, le corps fluet et vêtu d'un t-shirt bleu marine, il a comparu de mardi soir, qu'il a écroué et constaté. J'ai rencontré un adolescent qui souffre et non un combattant qui se prépare à l'action. L'instruction ramènera ce dossier à sa plus juste proportion du point de vue de la qualification et de la personnalité du mis en examen. C'est une avocate et je comprends pas. Moi, je comprends pas. Là, ça je comprends pas. Oui, c'est un adolescent qui souffre, bien sûr, mais ça va bien plus loin. Enfin, j'en parlerai, ça va bien plus loin. D'après l'une des sources proches du dossier, le jeune adulte mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteinte aux personnes incarcérées avait compulsé des vidéos masculinistes sur le réseau social TikTok. Alors, retenez cette phrase. Le premier concerne la mine. Alors, il aurait été détecté par des messages violents publiés sur les réseaux sociaux. Selon une source proche du dossier, c'est la première saisine du PNAT concernant un individu se revendant exclusivement de la mouvance Incel, une notion qui était apparue jusque-là de manière plus marginale dans 2 dossiers traités par le PNAT. La rhétorique de victimisation n'est pas ici, seulement dans les cas de féminicide. On termine de lire alors que le pélo a prévu de tuer des gens. Ouais. Oui, il a prévu de tuer des gens. C'est juste ça. Ah oui, mais on va... Attends. Jamie, tu spoil. Jamie, tu spoil. Je vous lis pas son commentaire, elle spoil. Selon une source proche du dossier, c'est la première saisine. Le premier concerne la mise en examen d'un jeune homme des Hauts-de-France. Les 2 autres dossiers, c'est un jeune homme des Hauts-de-France proche de l'ultra-droite, soupçonné de projet d'action violente, bizarrement l'ultra-droite, mis en examen à Paris le 22 septembre 2023. Une source proche du dossier avait présenté comme un jeune majeur instable, frustré plutôt qu'un idéologue. J'ai une question. Vous pensez que les terroristes islamistes sont des personnes instables et frustrées ? Oui. Enfin, c'est désolé, un terroriste, dire qu'un terroriste ou même un meurtrier est instable, bien sûr qu'il l'est. Mais j'en reviens pas. Pourquoi là, oh, c'est plus quelqu'un d'instable qu'un idéologue. Ouais. Mais enfin, c'est toujours le cas. Mais malgré tout, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'idéologie. Enfin, je vais prendre un exemple extrême. Hitler, idéologue, on est d'accord. Vous pensez qu'il était stable? Sérieusement, on se pose tous là sur une place, vous dites « Oh, Hitler, stable ». Bien sûr qu'ils sont instables, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas intervenir. Alors, je crois qu'il y a un chat qui veut que je l'ouvre. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Fais quelque chose, le chat. Alors, on fera une petite pause à 15h encore. Mais... donc, le second dossier, le second dossier que le PNAT avait eu, ça avait regroupé 4 jeunes, dont l'un voulait partir en Syrie, 2 autres glorifiaient Hitler et le nazisme. Quand on vous dit que, globalement, l'islamisme, c'est d'extrême droite,
Il vous faut quoi de plus? Non, la gauche n'est pas pour l'islamisme. La gauche veut défendre les musulmans dans leurs croyances. Veut que les croyants puissent être libres. Parce que la gauche semble être le seul groupe politique au courant que punir 99% d'une population pour 1%, ça ne se fait pas. Et qu'en plus, dans ce cas-là, il faut faire pareil avec tout le monde. Mais bon. Tandis que tous trois dialoguaient pour le mec de Saint-Etienne, oui, il est blanc, même si ça ne veut pas tout dire. Oui, enfin, parce que dans ce cas-là, je suis désolé. Ok, je suis un peu bronzé, bon là, ça se voit pas trop, mais tranquille. Mais ça, voilà, ça explique les discours médiatiques, c'est ça. Tandis que tous trois dialoguaient par message crypté avec une femme rêvant de faire sauter une église. Deux d'entre eux admiraient la théorie du grand remplacement, mais aussi plusieurs auteurs de Turing Maths attribués à l'extrême droite, parmi lesquels Anders Breivik, du massacre d'Utøya en 2011, qui avait assassiné 51 musulmans à Brenton Tarrant, qui avait assassiné 51 musulmans à Christchurch en 2019, ou Dylan Klebold, responsable de la tuerie de Columbine en 1999. La série Netflix Adolescence, qui a connu, faut que je la voie, hein, mis en lumière ses influences toxiques et misogynes. Parmi les personnalités stars dans ces algorithmes figure l'influenceur masculiniste, et je rappelle qu'il est aussi comment on appelle ça, proxénète, Andrew Tate. La mouvance incel a été revendiquée par plusieurs auteurs de tueries et des attaques de femmes par ce mode d'action en 1949. Un homme de 25 ans revendiqué antiféministe avait ouvert le feu à l'école polytechnique de Montréal, tuant 13 étudiantes et une secrétaire avant de se suicider. Alors, donc voilà déjà ça. Alors, on ne naît pas masculiniste, on le devient. Oui, éduquez vos jeunes, éduquez vos garçons. C'est l'éducation. C'est l'éducation qui fera qu'ils ne le seront pas. Et alors, voilà, depuis MeToo, les discours de haine misogyne et anti-LGBT se multiplient. Bon, déjà, vous avez ça. Maintenant, il faut que je retrouve. C'est RTL France qui... C'est une vidéo de 1 minute d'RTL France. Ah, c'est forcément Facebook? Ouais, c'est mieux comme ça. Je préfère comme ça. Parce que je ne veux pas montrer mon... Oh, c'est le Facebook professionnel. Oh, c'est le Facebook Pro, on s'en fout. C'est le Facebook Pro, on s'en fout. Sky News, une professeure raconte comment son élève, un petit garçon de 10 ans, a refusé de lui parler parce que c'est une femme. Une autre fait remarquer que les élèves n'interagissent plus de la même façon, les garçons avec les filles, ou même les garçons avec d'autres garçons qu'ils estiment trop efféminés. Il y a cette employée de collège à qui on barre le passage et sur laquelle on aboie comme un chien lorsqu'elle marche dans le couloir. Sur le site de la BBC, une prof raconte aussi comment un groupe d'élèves de 6e, âgés donc de 11 ans, a opté pour un essai, une mini-dissertation, pour glorifier Andrew Tate. C'est un influenceur masculiniste sur les réseaux sociaux. Ces enfants démontrent que son idée, selon laquelle les femmes sont la propriété des hommes, est vraie. Bref, les profs britanniques sont démunis. Ils disent ne pas avoir les outils pour répondre à ce phénomène, un phénomène quantifié. 1/3 des élèves de collège sont sexistes, d'après une autre étude menée au début du mois en Grande-Bretagne. Certains enseignants s'inquiètent même ici d'une forme d'embrigadement similaire aux idéologies terroristes. Alors, sur la chaîne Sky News. Alors, 1/3, ça c'est le chiffre, 1/3, c'est en Grande-Bretagne bien sûr, mais 1/3 des élèves seraient sexistes. Le chiffre est énorme. Bon, vous avez vu, il y a
le chat a décidé de venir nous rejoindre. Merci le chat. C'est énorme. C'est absolument énorme. Et il y en a qui s'inquiètent que ce soit un embrigadement similaire aux idées terroristes. Mais en fait, nous sommes face à du terrorisme. Nous sommes face à du terrorisme. Oui, dites tous bonjour au chat. C'est le chat. Il est trop mignon, le chat. Le chat vient brûler le patriarcat. C'est un homme, hein, c'est un mâle. Donc, mais nous sommes face à du terrorisme. Je rappelle que si je vais sur cette page, liste des attaques et tueries inspirées par le mouvement Incel. Elliot Rodger, que certains appellent Saint Elliot, en 2014, en Californie, en 2015 dans l'Oregon, en 2018, Toronto, Ontario, donc Alec Minassian et avant ça Chris Harper Mercer. En 2018, on a Scott Paul Bayerley, on a Tobias Ratien qui à Hanau en Allemagne. Toronto, on a, j'ai pas le nom parce qu'il est mineur, encore, vous voyez, c'est un mineur. À Toronto, c'est la deuxième fois. Dans l'Arizona, à Glendale, Armando Junior Hernandez. À Plymouth, Jake Davidson. En fait, le terrorisme, il faut bien comprendre ça, le terrorisme incel, le terrorisme masculiniste, parce que là, ils prennent les incels, ils prennent pas tous les masculinismes. C'est déjà quelque chose qui existe. Il est déjà là. La question n'est pas de savoir est-ce que ce terrorisme va se développer. Il se développe déjà. C'est en France. Et aujourd'hui, vous avez effectivement sur les réseaux sociaux ça. Et on en revient, et c'est là où tu me spoilais, Jamie, on en revient à Alex Chance qui pense que les garçons de 13 ans devraient l'écouter, avec des propos complètement haineux. On pense à Adèle Laurent qui se dit féministe, mais qui promeut en fait un rapport homme-femme avec un homme dominant. On pense, je sais pas, le problème, on pense à Andrew Tate, bien sûr. On pense à tout ça. Ces propos. Et je vous rappelle que tout à l'heure, nous disions, pour Stop Killing Games, les influenceurs ont un contrôle de leur influence. On disait ça, un contrôle en bien pour Stop Killing Games, vu qu'ils ont promu Stop Killing Games, et que ça a permis de signer que la pétition soit examinée, doivent être examinées. Je rappelle que parmi ce qui était dit dans la commission Mascu, c'est qu'ils n'étaient pas responsables, c'est que les gens sont libres, ils n'étaient pas responsables. Ils n'étaient pas responsables s'il y avait des mineurs, etc. En fait, si. Là, ils ne peuvent plus dire autrement. Ils ne peuvent plus dire ça, vu que les coupables eux-mêmes de ce genre d'actes, les élèves en Angleterre, prononcent eux-mêmes le nom d'Andrew Tate comme modèle. En France, on a Alexis Chance. Et un jour, Alexis Chance sera lui-même, on ne sait pas, peut-être que le jeune, on ne peut pas savoir, mais le jeune, sans doute qu'il a vu les propos d'Alexis Chance. Donc bien sûr qu'il y a besoin d'une régulation sur TikTok. Nous sommes dans une situation, nous ne sommes pas au début de quelque chose d'inquiétant. Enfin, nous sommes au début de quelque chose d'inquiétant, mais nous ne sommes pas aux prémices. C'est là. C'est présent. Les féminicides sont déjà présents depuis longtemps. L'idéologie incel est présente depuis longtemps. Maintenant, c'est
terrorisme, et c'est le danger réel du masculinisme, les meurtres masculinisme et l'idéologie meurtrière masculiniste qui est présente. C'est une idéologie néolibéraliste et d'extrême droite. On ne peut pas dire qu'elle n'est pas néolibéraliste. Elle est complètement ancrée dans le macronisme et à l'extrême droite. Elle en fait même la jonction. Pourquoi? Rappelez-vous qu'il y a un lien extrêmement ténu entre ces influenceurs et les influenceurs. Oui, il y a eu des morts. Il y a des morts. Et on ne peut pas dire c'est juste les États-Unis. Ça n'est pas juste les États-Unis. Ça arrive maintenant en France. Ça a été au Canada. Bon, au Canada, machin. Ça a été en Allemagne. Au Royaume-Uni. C'est aussi et maintenant, c'est en France. Ça n'est pas loin de nous. Ça n'est pas loin de nous. Il faut être très attentif aux résultats de la commission d'enquête, la commission parlementaire, parce qu'elle a un poids et elle a une responsabilité avec cette affaire de Saint-Étienne. La responsabilité de cette commission n'a jamais été aussi grande. Et on en parlera à chaque fois. Dès que je verrai passer, je l'ajouterai, on en parlera à chaque fois. Et je me tuerai à le répéter. Même dans les jeux vidéo. Ça a commencé, il y a un bail sur Internet, je pense, je me rappelle, de Sora les Raptors Dissidents, qui avait une audience de fou sur YouTube il y a 15 ans. Il n'était pas forcément dans le. Ah, mais totalement. En fait, ça a commencé il y a longtemps sur Internet, mais c'était malgré tout une parole qui était critiquée. C'est pas Soral aujourd'hui, sa parole elle est mise en avant, en mode c'était un précurseur, mais lui n'est pas plus amené, n'est pas sur les plateaux, etc. Et eux, ils s'étaient vus comme les fous du bus, mais c'est eux qui ont ouvert la fenêtre d'Overton. Une fenêtre qui s'est petit à petit ouverte, et aujourd'hui, le danger est là. Le danger n'est pas un peu là, il est complètement là. Les meurtres sont là. Et je ne parle pas, encore une fois, je parle pas juste des féminicides. Exact. Il est tombé, mais il a populisé. C'est là où je dis il a ouvert la fenêtre d'Overton. Et maintenant, on est à un moment donné où voilà, voilà, il y a des enfants sur TikTok. Enfin, il faut bien comprendre que là, la situation, elle est critique. La situation, elle est critique. On en est en fait à déjouer des attentats. On attend quoi pour agir contre ça? Pour décréter le sexisme comme un délit. On attend quoi pour que les discours dénigrants contre les femmes soient des délits? Ce que c'est déjà censé être. Hein. Mais pour qu'un discours dénigrant d'une personne sur les réseaux, ce soit un délit. Il faut appeler à ça. Il faut littéralement appeler à ça. À ce qu'un Alexis Chance, chaque propos dénigrant, je ne parle pas juste d'une insulte, un propos dénigrant, un propos dénigrant pour une condition humaine doit être puni. Après, le problème, c'est que bon, on a un gouvernement qui est plus à droite que l'extrême droite. Ça va être compliqué. Mais bon, le chat veut sortir. Vous vous rappelez les quelques fois où j'ai parlé de Dragon Age Veilguard? Bon, pas les fois où je disais que bon, EA a fait de la merde, ce qui est vrai. Mais sincèrement, j'ai du mal à voir comment ça peut changer quand on voit l'impunité pour les mecs d'Ubisoft, quand on voit les enquêtes récentes au sein de la police. Ah, j'ai pas vu ça. J'essaie de voir, je trouve pas. Si t'as un lien d'article, je prends. Ah ouais, waouh. Oh waouh. Ok.
429. Pardon, je suis choqué. Je suis choqué. J'avais pas entendu parler de ça. 429 victimes des forces de l'ordre. Non mais en France, l'impunité de la police, c'est... C'est lunaire. C'est fou. C'est fou. Et je vais essayer de vous trouver... Je vais taper un truc que j'aurais jamais cru taper. Il n'y a pas longtemps, il y a eu en plus un reportage qui a été fait qui était très... que j'ai pas vu entier, mais... Ah. Déjà, on a ça. Milliers de vidéos qui véhiculent des clichés. Si tu veux la rendre dingue et tu veux rentrer dans sa tête, il faut qu'elle pense à toi. Et si tu veux qu'elle pense à toi, Lui, il est faut que tu ignoble. sois Lui, absent. je l'ai Des vu milliers passer de plusieurs vidéos fois, il est qui ignoble. véhiculent des clichés sur les femmes. La masculinité qui se fait manger par la féminité en réalité, je sais pas si tu es d'accord, mais je pense que oui, c'était sur cette chaîne. On nous a juste menti, hein. On était bercés dans un putain de truc de pilule bleue jusqu'au Alors jour où bien certains sûr, soldats- alors ça, je vous conseille les écrits de Marie Cerisier qui parle du... Tellement... Oui, c'est extrêmement flippant. Mais moi, ce que je conseille, les mecs... Alors les filles, c'est compliqué. Je comprends, c'est très compliqué. الناس راهي تتطور وراهم جيراننا ماهمش بعاد علينا كثير في وقت احنا هنا مازالت الناس Qu'est-ce que c'est que... Ah. Les mecs... على بلاش وين Ah تلعب mais... Tais-toi, toi. ما عندهاش ملاعب شاهدوا Tais-toi. Les mecs, si vous connaissez quelqu'un qui a subi ce genre de choses, si vous connaissez une femme qui a subi ce genre de choses, vous allez avec elle. Si elle accepte, bien sûr, vous ne la forcez pas, mais accompagnez au maximum la personne dans les démarches, même si elle accepte. Ne jamais forcer, bien sûr, c'est extrêmement traumatisant. Mais parce qu'effectivement, il y a des risques, on le voit, il y a des risques après encore. Et si vous êtes là, si en tant que mec, on est là, c'est malheureux, mais on a un poids qui force parfois les gens à agir. C'est délirant, hein, mais un policier a plus tendance à agir auprès d'une victime mec ou d'une victime accompagnée d'un mec que d'une femme seule. Maintenant, c'est extrêmement compliqué parce que souvent on ne le sait pas et on l'apprend après une fois que la personne a porté plainte, mais voilà. Et cette question, pour revenir sur la pilule rouge et la pilule bleue, c'est notamment une des... sur Reddit, Marie Cerisier proposait une écoute et croyez les victimes. Donc, les victimes, on vous croit toujours. Maintenant, comment dire, ce truc de la pilule rouge, Marie Cerisier, qui travaille à l'ULB, si je ne me trompe pas, donc l'Université libre de Bruxelles, en parle extrêmement bien. Et c'est une inversion, c'est des gens qui prennent Matrix, là, vous savez, le pilule rouge, la pilule bleue, et qui croient dans la théorie de la pilule rouge et de la pilule bleue de Matrix,
mais qui n'ont juste pas compris que les sœurs Wachowski, qui étaient précédemment les frères Wachowski, ne sont pas vraiment en accord avec eux. Et qui pensent qu'il faut se réveiller, qu'en vérité on est endoctriné. C'est voilà, c'est une vraie théorie. Le masculinisme sur Internet, c'est 7 millions d'acteurs actifs, c'est-à-dire qui partagent, likent et commentent. Dans son dernier rapport, le Haut Conseil à l'égalité s'inquiète d'une plus grande adhésion des 24-34 ans à ces clichés. L'audience de ces contenus est encore plus importante, donc on peut multiplier par 2 ou par 3 cette audience. Donc on est sur un phénomène qui est important, qui n'est pas encore massif, mais qui prend de l'ampleur. Ces discours masculinistes se cachent parfois derrière des conseils de drague rétrogrades. Bon, Max la menace, là, c'est ignoble. Max la menace, déjà, c'est un agent double. Enfin, pour avoir poignardé de 80 coups de couteau. C'est un agent de propagande russe, quand même, Max la Pour Ami menace. Bana, militante féministe, membre du collectif Nous Toutes, les contenus masculinistes participent à la violence contre les femmes. On sait que 56% des agressions sexuelles concernent des mineurs. On peut voir une dangerosité à ces discours masculinistes-là qui touchent principalement les réseaux sociaux, notamment TikTok, qui concernent les jeunes. Et donc, ce qu'on peut craindre, c'est une augmentation des agressions sexuelles sur ces mineurs-là. Dans son étude, le Haut Conseil à l'égalité explique qu'un quart des 25-34 ans pense qu'il faut parfois être violent pour se faire respecter. Les violences sexistes ne reculent pas. En 2023 comme en 2022, 37% des femmes déclarent avoir vécu une situation de non-consentement. Si tu veux la rendre dingue, Non, tu peux c'est rentrer bon, dans je sa peux. tête, il faut C'était qu'elle toi, pense à toi. Et ferme-la. si tu veux qu'elle pense à toi, il faut... Ferme-la. Voilà. Donc, il faut une régulation des réseaux sociaux, c'est urgent. C'est quelque chose qui est dit depuis extrêmement longtemps, qui était déjà dit à propos de Facebook, etc., qui n'a jamais été mis en place. Et voilà ce qu'on récolte. Sachez qu'en moyenne, en réalité, nous ne sommes pas dans une époque où la violence et les crimes explosent. En réalité, nous sommes même... Alors, depuis 2-3 ans, c'est l'inverse. Mais si on prend par rapport à il y a 50 ans, la délinquance et les crimes ont baissé. Sauf pour les femmes. Enfin, sauf pour les femmes. Sauf contre les femmes. Les hommes sont de plus en plus en sécurité. Les femmes, non. Vous faites ce que vous voulez de ça. Mais moi, ça m'alerte. Mais voilà. Donc, il faut pousser. Il faut pousser pour une régulation des réseaux sociaux. Et effectivement, on repense à ce moment-là. On repense à tous ces moments, parce qu'on entend qu'il parle des femmes et des hommes un peu trop efféminés. Donc on repense à ces moments où on a parlé de la commission parlementaire, avec les propos ignobles d'Alexis Chance, les propos ignobles de Adèle Laurent, avec derrière les réseaux qui applaudissent. Oh, ils se sont ramenés avec des magnifiques punchlines. Ils sont dangereux. Ils sont des personnes qui incarnent des mouvances meurtrières. Je ne sais pas si vous avez besoin d'autre chose. Ils incarnent des mouvances meurtrières. Il faut que les réseaux sociaux soient régulés et il faut que derrière, il y ait une mobilisation contre ce type de personnes. Et que la régulation s'ensuive de poursuites pénales quand elle sera outrepassée. Pour ce genre de personnes, il faut que pénalement, ils puissent être punis. C'est trop dangereux. On se souvient de ce que j'ai dit à propos de Dragon Age Velgard, de ces moments où on voyait la violence contre les LGBTQ+, exploser parce que on avait le malheur de toucher un jeu qui pourtant a toujours été pro-LGBTQ+. On se souvient des Game Awards avec Siri trop vieille, la femme de The Heretic Prophet trop pas assez belle. En fait, tous ces détails, c'est là où en plus c'est insidieux. Tout ce que vous voyez là, qui semble être des détails. Et remarque-le, ce n'est pas drôle. Essayer d'imposer une dominance, ce n'est pas de la drague. Sourire poliment, ce n'est pas du consentement. C'est une réaction de défense. Exactement. Exactement. Et pensez bien que tout ce qui vous paraît être des détails, ça n'est pas des détails.
C'est pour ça que là, vous dites, mais pourquoi tu parles de politique, Emiel, toi, tes sujets. Bon, à la limite, il y a les réseaux, on comprend, les réseaux sociaux, c'est ton terrain d'études, tu comprends. Oui, je vois ces sujets-là sur mon terrain d'études, c'est tous les jours que je le vois. Moi, c'est tous les jours que je vois ça. La communauté gaming en France, enfin, du moins, la partie de la communauté gaming que je suis, qui est la communauté plutôt tournée autour des jeux solo, est plutôt safe. Juste là, vu qu'il y a les questions autour de GTA 6, c'est pas safe. C'est moins safe. Et quand je dis que la communication de Rockstar elle est dangereuse, elle est dangereuse. C'est mettre en avant juste le physique de ces personnages féminins, c'est irresponsable. Et Miel, pourquoi tu parles de tout ça en fait? Pensez bien que les récits, les médias, ont un impact dessus. Les réseaux sociaux sont des médias, on parle d'eux en tant que médias. Le jeu vidéo est un média, le cinéma est un média, l'art est un média. Donc moi, je travaille sur le transmédiatique. Et c'est là où j'engage à ce que nous, utilisateurs de médias, consommateurs de médias, moi, chercheur autour des sujets médiatiques, nous nous opposions à ça. Nous soyons une barrière à ce qui a un impact sur les gens, ce qui endoctrine des enfants de plus en plus jeunes. Il y a des enfants qui, depuis l'âge de 5 ans, entendent ces discours parce que leur père a commencé à peut-être les écouter, à écouter Alexis Chance dans un coin, qu'ensuite à 10 ans, c'est eux qui avaient TikTok et qui ont eu ça. Et ils se sentaient mal au point. Bien sûr qu'à un moment donné, ils se sentaient mal en point. Ces personnes qui se sentent mal en point, il faut que nous, on soit là pour les écouter, etc. Mais en fait, souvent, il n'y a personne. Souvent, il n'y a personne et du coup, ils se retrouvent vers ce qui va les rassurer, vers ce qui va les déresponsabiliser, leur dire c'est pas de leur faute, leur enlever des responsabilités. Donc, déresponsabiliser le débat public, déresponsabiliser les personnes, c'est une mauvaise chose. Ne jamais déresponsabiliser les personnes parce que dès qu'on commence à les mettre face à leurs responsabilités, ils paniquent. Et ils peuvent se mettre à des choses comme ça. Complexifier les choses. Que l'éducation nationale soit un lieu où on complexifie les choses. De manière à ce qu'ils apprennent que les choses ne sont pas aussi simples que ce que Alexis Chance, qui n'a aucun poids. C'est des gens qui parlent toujours, qui cherchent à se montrer bien et à poser leur voix pour avoir une éloquence. Ils n'ont pas d'éloquence, ça n'est pas de l'éloquence. C'est une éloquence de façade, c'est une société de l'image. Cette société de l'image, cette société masculiniste, elles sont complètement liées. Et sur les réseaux sociaux, la société de l'image des réseaux sociaux nous a amené à ça. C'est pour ça que, personnellement, je pense qu'il est important de dès maintenant commencer à réagir constamment. De dès maintenant commencer à un article qui passe, ça n'est pas qu'un petit article. C'est une somme de choses. Nous sommes au moment de l'escalade. Si nous ne la brisons pas maintenant, ce n'est pas un attentat déjoué qu'il y aura. Ce seront des attentats non déjoués sur lesquels nous enquêterons. J'ai l'impression que ça s'auto-alimente. Ils se prennent incel des comportements qui font que personne n'a envie. Oui. Et comprenez bien que les personnes qui alimentent ces discours incel, etc., ce sont souvent des personnes qui, les personnes sur les réseaux, qui vendent des formations pour mieux séduire et tout, qui ont un intérêt économique dedans. Donc ils prennent des personnes qui sont mal en point, ils en tirent de l'argent, leur foutent des idées nauséabondes dans la tête, et à la fin, un jour, ces idées nauséabondes, elles explosent, et on a la situation à Saint-Étienne. Voilà. Alors on va faire une petite pause. Une petite pause de 4 minutes parce que je dois aller chercher ma manette, et on se mettra au jeu. J'espère que c'était intéressant. On en parlera sans doute régulièrement parce que la situation est en train de s'envenimer. J'ai fait ma Cassandre, je le sais, j'ai fait ma Cassandre sur ce sujet-là. Mais je continuerai à le faire. Je crierai tant que possible, car là, ce sont des vies qui sont en danger, et je n'exagère même pas. Merci YouTube de nous avoir écoutés. C'était une vidéo un peu lourde, je le comprends.
Maintenant, c'était important d'en parler et on se retrouve à la prochaine. Ciao!